pour la faire rire, je retire ma perruque d'un seul coup, putain. Alors là, ça a été un drame total. T'as vu, la dame, elle a arraché ses cheveux, mais c'était... J'ai voulu la faire rire et ça n'arrêtait pas de pleurer pendant 1 heure. Bonjour à tous, bienvenue à l'UGC, bienvenue à Sérimania, la dernière journée de cette édition pour laquelle nous continuons à vous remercier d'être venus si nombreux. Ça fait vraiment plaisir. On va donc avoir notre dernière rencontre exceptionnelle maintenant avec une grande dame, grande comédienne, une grande artiste. Annie Dupéret est à la fois une actrice de cinéma, de télévision, une comédienne de théâtre, une romancière, une photographe. J'en passe et des meilleurs. Je dis tout de suite d'ailleurs que vous pourrez la retrouver à 16h30 tout à l'heure au Furet du Nord pour des dédicaces de ses romans. Et elle a évidemment été à la fois au cinéma dans 86 films avec des grands auteurs comme Jean-Luc Godard, Sidney Pollack, Alain Resnais, bien d'autres encore. Et à la télévision, bien sûr, vous la connaissez pour les 13 saisons de la célèbre Famille Formidable. On va en parler, mais on parlera aussi des autres séries, des autres rôles qu'elle a eu à la télévision précisément, puisque nous sommes à Sérimania. Et pour l'interviewer, et il a choisi des extraits qu'il vous montrera, eh bien, je vous demande d'accueillir monsieur Benoît Laganne de Télématin et de France Inter, tout d'abord. Et bien sûr, un tonnerre d'applaudissements pour madame Annie Dupéret. À vous de jouer. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à vous et merci Annie d'être avec nous pour... Voilà, c'est vrai, il va falloir... Ah oui, bon, je vais m'y mettre aussi. Je vais le faire après ma première question, comme ça je... Avant de commencer, alors on va avoir toute une sélection d'extraits, d'archives qui va nous permettre de... Des flashbacks terribles. Voilà, de raconter toute votre histoire à la télévision et en série. Et en unitaire aussi, il y aura quand même l'évocation aussi de quelques téléfilms. C'est vrai qu'en discutant avec toi, je me suis remémoré que j'ai fait plus de séries que je ne le pensais en fait. Ah oui, mais en fait c'est... Ah oui, c'est étonnant. Oui, parce qu'il y a celles qui ont duré, il y a celles qui ont marqué parce qu'elles sont très longues, mais il y en a eu des plus courtes, il y en a eu des internationales, il y a eu vraiment un joli palmarès. Au départ, quand donc Frédéric le rappelait, il y a le cinéma, il y a le théâtre, la télévision. Vous vous souvenez de vos premiers pas à la télévision, en fait? Alors, je crois qu'on m'a ressorti ça dans Les Enfants de la télé. Je crois que je me demande si j'étais pas encore au conservatoire, que j'ai fait une courte apparition dans une télé où je faisais une présentatrice. Quelqu'un regardait la télé, c'était moi la présentatrice, j'étais encore blonde, c'était l'âge des bêtises. Et ça s'est arrêté très vite, ça. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, il y avait beaucoup, à l'époque, il y avait beaucoup de théâtre filmé. C'est-à-dire qu'on faisait des dramatiques. C'est-à-dire qu'on répétait 3 semaines, il y avait des places de caméra très précises à prendre et on enregistrait en 2 ou 3 jours toute une dramatique. Et alors, on a retrouvé, on va commencer juste par ça, comme ça c'est fait, on a retrouvé, ça circule sur Internet, Lina l'a mis en avant d'ailleurs, une de vos premières interventions. Vous êtes pas du tout en tant que comédienne dans un rôle, mais vous êtes interviewée. Arsoya. Alors, on regarde. Vous vous souveniez de ça? Oui, j'ai revu ça d'ailleurs. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai ça, que je me destinais vraiment au théâtre. Bon, j'étais très emballée là parce que j'étais rentrée au conservatoire et tout ça. En fait, je crois que ce qui m'a détourné des beaux-arts finalement et m'a amené vers la comédie, quand je suis rentrée au conservatoire de Rouen, j'avais 17 ans. Bon, vous le savez peut-être, j'ai perdu mes parents très jeunes, ce qui fait que j'étais très isolée comme enfant, pas de copains à l'école, les beaux-arts étaient des travaux solitaires.
et la découverte des partenaires, du à toi, à moi, on fait des choses ensemble, comment est-ce qu'on va mettre en scène cette chose pour le concours, tout ça, ça m'a émerveillée. Et en fait, je crois que c'est les copains et le rapport tout à coup à l'autre, la complicité qui m'a amené, qui m'a décidé à faire ce métier. Mais vous évoquiez dans cette archive les arts plastiques. Oui. En quoi ça a pu aussi vous aider, vous travaillez la photographie aussi, Oui. vous aider en travaillant l'image, le dessin, la peinture, travailler aussi la comédie, la façon d'être sur un plateau de tournage, sur un théâtre. C'est pas que ça aide. Je crois que quand on a, du moins moi, effectivement, un peu survivante de cette terrible aventure de mes parents, je crois que quand on se construit, je crois qu'il y a deux, j'en ai beaucoup parlé avec Boris Cyrulnik notamment, qui dit qu'il y a deux manières de réagir. Soit, souvent, les gens qui ont eu un traumatisme comme ça d'enfance se dirigent vers le social, c'est-à-dire qu'ils aident les autres, ils deviennent psy, ils sont dans l'action sociale et tout. Soit on se sauve par l'art. Et quand on se sauve par l'art, en fait, on a un tempérament artiste qui fait que, effectivement, on peut être peintre, on a plusieurs dons, on a des dons cousins. J'appelle ça des dons cousins. Puis il y en a un qui remporte la palme, qui devient votre métier. Mais ça n'empêche pas qu'on peut continuer effectivement à peindre, en ce qui me concerne surtout à écrire, à coudre, et puis à faire des choses comme ça à côté, qui sont du domaine artistique. Quand on suit votre parcours, on voit donc votre parcours au théâtre, au cinéma, à la télévision. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous incarnez un personnage, quand il est en série, alors on va bien évidemment parler de Catherine Beaumont longuement tout à l'heure, parce que là, vous l'avez travaillé longtemps, ce personnage-là, mais est-ce que vous avez l'impression que travailler comme ça dans une série, ça permet d'aller au bout d'un processus de jeu, en fait, en tant que comédienne? Non, je sais pas. Il y a des rôles qui sont parfois des rôles à travailler, à orchestrer, qui sont des rôles d'un peu de composition. Par exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est très différent, faire la mère du tueur dans cette série qui s'appelait Le Tueur du Lac, où je disais, je me suis foutu les boules à moi-même tellement c'était un rôle absolument effrayant. Alors ça se construit. Ça se construit, c'est une chose qui ne vous appartient pas. En ce qui concerne Les Familles Formidables, il n'est aucunement question de personnage. C'est un style et un rythme. C'est ça. Et notre style à nous, c'était de pouvoir passer très vite du drame au nez rouge de clown, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, de faire comme ça, de passer d'un l'un à l'autre et de marier les styles comme ça. Le tout étant le rythme. Le rythme, la comédie, c'est juste un tout petit peu plus rapide que la vie normale. Et en fait, on peut pas se prendre, quand on est sur la spontanéité comme ça et le rythme, on peut pas se prendre les pieds dans la création d'un personnage. Je veux dire, on y va au plus direct. On y reviendra bien évidemment parce qu'il y aura des extraits de toutes les séries que vous avez évoquées. J'aimerais qu'on commence en série avec une série que moi j'aime beaucoup. Mais alors pour voir l'extrait qu'on va voir, vous parliez de rythme à l'instant, il faut vraiment se dire qu'on est dans les années 70 à la télévision française. Donc il y a un certain rythme, il y a un certain humour aussi. Ça s'appelle La Brigade des Maléfices. Alors, si vous ne connaissez pas La Brigade des Maléfices, c'est aux frontières du réel, X-Files avant l'heure. C'est deux enquêteurs, hein, un peu étranges. Deux enquêteurs qui sont très officiellement à la police, mais pour tous les cas de magie, de choses inexpliquées. Voilà. Donc, Guillaume Martin Pommier, assisté de son acolyte Albert, ils sont sur un sidecar dans le générique. Et là, dans un épisode, ils ont une étrange affaire. Il faut dire qu'il y a un escroc qui a l'air de raconter aux gens qu'on peut partir sur Vénus, c'est ça? Oui, je ne sais plus du tout, franchement. Voilà. Oui. Je ne sais plus du tout. Oui, si, en gros, ils vendent des voyages Sauf sur que je faisais Vénus. une vénusienne, effectivement. Oui. Et je me rappelle quand même, parce que ça, c'est un souvenir marquant, puisque les Vénusiens se déplaçaient par l'eau. Je me rappelle d'avoir disparu dans les étangs de Hollande, aux environs de Paris, qui étaient bien, bien froids et bien boueux. Et je commençais à marcher dans l'eau et à un moment, on me donnait des poids de 2 kilos dans chaque main pour pouvoir arriver à marcher jusque sous l'eau. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça, mais vous remontez. Hein. Donc il fallait que je disparaisse complètement, doucement, et que je reste au moins 10 secondes sous l'eau avec mes poids aux mains, comme ça. Ça, je me rappelle. Alors, j'ai retrouvé dans cet épisode le moment où vous arrivez. Ah oui ? Et on voit déjà tout de ce passage où
il y a beaucoup d'humour en fait dans ce que vous avez à jouer. Mais sauf qu'on est dans une série un peu fantastique, donc il faut glisser l'humour souvent au coin du regard. Vous allez voir, c'est assez drôle. Donc, Allons La donc. Brigade des Malfils, expérience. Oui, c'est Jeff Bezos avant l'heure. Hein. Bah oui, oui. Non, mais c'est une série à revoir parce qu'il y a plein de choses comme ça assez Oui, étonnantes c'est dans très cette amusant. série. Ils ont imaginé beaucoup de Le choses. thème était drôle en tout cas. Et donc, au début, donc, à la télévision, vous apparaissez avec. Donc, il y a les captations théâtrales, il y a des épisodes comme ça de séries où vous Oui. apparaissez. Votre première réelle série, Un ours pas comme les autres. C'est ça, hein? je ne sais plus si c'est celle-là ou si c'est un château au soleil. Non, je crois que c'est un ours avant D'accord. effectivement. Effectivement, c'est Nina Companès. C'était vraiment très, très agréable. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup Nina. Et il y avait du Solier, effectivement. Voilà, c'était... Et il y a eu, après, assez vite, en feuilleton, donc ce feuilleton, Un château au soleil, Un avec, château au soleil, voilà. avec Jean-Pierre Mariel en Oui. 1988. Oui, oui, oui. Quel souvenir vous gardez de cette série-là? Parce que là, on est vraiment dans la saga, en fait. Oui, oui, oui. J'ai le souvenir, c'est Jean-Pierre surtout, effectivement, qui était un partenaire absolument délicieux et qui je me suis vraiment bien entendu. Et c'est drôle, j'ai revu le décor dernièrement puisque je suis restée amie avec les gens du château de Thoiry où on a tourné. Où je vous conseille d'aller d'ailleurs parce que c'est absolument magnifique. Le parc animalier d'animaux en liberté qu'ils ont fait est formidable. Et puis c'est vrai qu'il y avait Edwige Feuillère. Pour moi, c'était important. Il y avait cette grande dame qui jouait avec nous. Et j'ai revu la série dernièrement. Un ami à moi voulait la revoir. J'ai dit, on va la regarder. Je l'avais jamais re-regardée. Alors c'est vrai que c'est un rythme. On n'a plus l'habitude d'un rythme un peu lent comme ça. Mais c'est vraiment très joli. Vraiment très joli. On a l'impression, quand on regarde les séries des années 70-80, qu'il y avait beaucoup de gens de théâtre qui faisaient de la télévision. Mais toujours. Toujours. En fait. Plus que le cinéma, je veux dire. Aujourd'hui, maintenant, ça se mélange beaucoup plus. Oui, enfin, je sais pas, on est comédien, quoi. On est comédien. C'est très, très rare qu'il y ait des comédiens qui n'aient jamais fait de théâtre. Hein. Oui, non, mais qui ait fait du théâtre, d'accord, mais il y avait beaucoup plus d'aller-retour entre la scène et la télévision, plus qu'entre le cinéma et la télévision. Je par vois exemple. vous m'entraîner. Il y avait moins de classification, c'est vrai. C'est vrai qu'on pouvait, comme par exemple, j'ai l'impression au cinéma, on se cale dans une j'allais dire presque dans une classe. Première classe, deuxième classe, un petit peu comme ça. Alors qu'avant, on pouvait assez aisément, tout à coup, faire un film commercial et puis tourner avec Alain Resnais, et puis refaire une comédie et puis tourner autre chose. Il y avait plus de souplesse, dis donc, entre les genres. Alors, on va bien évidemment évoquer La Famille Formidable, mais j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette série. C'est en échangeant avec vous que vous me l'avez rappelé, la vocation d'Adrienne. Ah bah oui. Ça, c'est quand même étonnant parce que c'est une série où vous étiez chauffeuse de bus. Chauffeur d'autobus, j'ai été à mon dépôt à Levallois, j'ai appris, j'ai conduit un bus pendant trois films. Parce que c'était quoi ce personnage? C'était qui ce personnage? Alors ça, c'était une idée de Joël Santoni. Alors avec Santoni, non seulement il y avait la complicité des Familles Formidables, mais on avait de temps en temps envie de faire quelque chose de différent. Et là, pour le coup, il avait eu cette idée qu'un couturier célèbre ait envie de prendre comme égérie une femme de la rue, une femme de la vraie vie, quoi. Et il se trouve qu'il rencontrait, parce que l'attaché de presse était rentré dans le bus, voilà, et cette femme qui est chauffeur d'autobus, qui est mariée à un mec qui est ouvrier, elle devient l'égérie d'un grand couturier, voilà. Et donc j'ai été à Levallois apprendre à conduire un bus que j'ai conduit pendant 3 films, effectivement. C'est pas évident de conduire un bus parce que ça fait 12 mètres de long et tout. Alors j'ai eu quand même au début, alors quand je suis arrivée, on a dit oui, mais alors attendez les assurances parce que ça. Et puis oui, mais alors si elle ceci, si elle cela. Et puis j'ai dit écoutez, si on essayait, hein. Alors j'ai pris mon bus. Vous savez, ils nous mettent des plots de pneus entre deux qu'il faut pas toucher en tournant, etc. Et là où j'ai vu où j'avais emporté le morceau, c'est que mon instructeur s'est tourné vers moi et me dit vous avez jamais conduit un poids lourd? Là, je me suis dit bon, ça va, j'ai gagné, j'ai mon permis provisoire.
Et effectivement, dans les rues, du coup, vous rouliez. Ah non, mais attends, je jouais, je roulais. Il y avait l'équipe dedans, je faisais les arrêts et en fait, on a eu un jour un petit souci parce que effectivement, comme je conduisais pas mal, ils ont arrêté de me mettre les motards devant. Et j'ai dit ça, c'est pas prudent quand même. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson. Et vous savez comment sont les freins à air dans les bus, ça cale. Et là, toute l'équipe est partie. Parce qu'il y a une dame qui m'a fait une queue de poisson carrément devant, j'ai pilé, et là, il y a eu la caméra, tout le monde est parti dans tous les sens. J'ai dit, voyez quand même, qu'il faut quand même des motards devant. Bon, on m'a remis mes motards. Et le ton de cette série, c'était de la comédie, c'était Oui, c'était de la comédie, vraiment, oui, c'était de la comédie. Vous avez souvent été dans la comédie à la télévision, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir les autres séries aussi où c'est pas forcément de la comédie. Mais d'où vous vient ce goût justement pour travailler la comédie à la télévision? Parce que c'est la comédie à la télévision, c'est instantané. L'épisode, on n'appelle pas des gens à aller dans une salle pour rire en groupe. Il y a quelque chose de très particulier quand même de jouer de la comédie pour des gens qui reçoivent à la maison. Vous êtes posé cette vous question? me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Non, on joue. Je veux dire, c'est une question de rythme. Et en fait, je pense que, je vais vous dire une chose, je prends un risque. Je pense que la comédie au cinéma, avec quelquefois la lenteur qu'il y a au cinéma de préparation, tout ça, est plus difficile. Parce que effectivement, par exemple, dans Les Familles Formidables, mais ça c'est parce que nous avions une complicité exceptionnelle. Je veux dire, on était une troupe complètement. Et on jouait souvent, notamment sur des longues scènes ou des scènes un peu difficiles, la technique répétait avec nous, on répétait vraiment comme au théâtre, et on jouait à one shot, une prise. Et il y a beaucoup de scènes dans Les Familles Formidables qui sont faites en une prise, pas deux. Et on adorait ça, on adorait jouer ça. Et ça, c'est une chose qu'on peut faire à la télévision parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit trop vite. Malheureusement, le rythme est en train de devenir trop vite. Mais avec Santoni, qui était en plus producteur, donc qui quand même prenait le temps qu'il fallait, on tourne plus vite, donc on peut y aller sur le rythme plus facilement. Il y a une urgence finalement hein, quand on fait des séries ou des unitaires. Non, c'est pas une urgence, c'est simplement le fait de laisser la spontanéité. C'est très dur de reconstruire. Par exemple, si vous avez des réglages de lumière entre chaque plan, entre ceci, entre cela, c'est très dur de reconstruire une spontanéité, alors que si on l'a dans la foulée, c'est beaucoup plus facile. Alors justement, Une famille formidable, c'est né comment cette idée? C'est arrivé Alors là, je vais dire ce que j'ai déjà raconté, mais je dis toujours, les familles formidables, c'est un cadeau de la vie et du métier, les deux. Et pour moi, très personnellement, c'était quelque chose de très, très étrange. J'étais en train de terminer d'écrire le livre sur la mort de mes parents, Le voile noir. Ça faisait 4 ans que je travaillais sur les photos de mon père et sur cette non-mémoire que j'avais après ce choc d'avoir trouvé mes parents. Et j'en étais dans les dernières pages. Vraiment, j'étais moralement pas... J'avais fait remonter vraiment beaucoup de choses. Et si bien que j'ai dit à mon ami Daniel Guin, qui est dans un coin quelque part, qui est mon agent, et qui était une amie simplement à l'époque, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je fasse une comédie pour m'alléger, me tirer de là. Et au mois d'août, elle m'appelle en me disant, ah, écoute, tu voulais une comédie, il y en a 3. 3 fois 1h30. Ah, ça c'est encore mieux, et ça commence tout de suite. Et là, je lui dis, ah non, parce que je suis dans les dernières pages les plus dures. J'ai promis aux éditions du Seuil que je rendais le 15 septembre au plus tard mon texte, parce qu'il y avait tout un travail sur l'iconographie, les photos et tout ça. Je rends le 15 septembre. Elle m'a dit, t'as de la chance, ça commence le 16. Bon, déjà, hein, ça ne s'arrête quand même pas là, puisque je déjeune avec Joël Santoni, qui m'explique qu'il n'a jamais rien fait de drôle de sa vie, qu'il a fait des films plutôt lourds, plutôt dramatiques. Et je lui dis, écoute, je ne fais pas que des gaudrioles. Je lui raconte ce que je suis en train de faire. Et effectivement, en 4-5 phrases, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. J'en suis encore émue quand je le parle, parce que c'est... Là, on a beau... moi, je ne suis pas croyante, mais je crois au mystère. Et là, j'ai dit, trop bien organisé. Trop bien organisé, c'est dingue.
Et effectivement, il s'est trouvé qu'une cohésion comme ça, j'allais dire miraculeuse, elle n'était pas miraculeuse, mais les rencontres étaient absolument incroyables. Avec Bernard Lecoq, je sais qu'une des premières scènes qu'on a fait dans la première série, où ça va sembler paradoxal ce que je dis, mais notre chance a été que les textes n'étaient pas très bons. Ce qui fait que je me souviens que c'est moi qui ai démarré. On avait une scène dans une cuisine, je crois. Et puis tout à coup, j'ai regardé le texte et j'ai dit « Oh, c'est trop bête, on ne va pas dire ça ». Et Santoni a fait « Bah non, qu'est-ce que vous diriez ?» Puis bon, c'est parti comme ça. Et on a fait une petite scène en impro, moi qui n'aime pas tellement l'improvisation d'ailleurs, avec Bernard Lecoq. Et à la fin, on s'est regardé, on ne s'était pas coupé la parole une fois. Il y avait un côté à toi, à moi. Alors ça, c'est à quoi ça tient? C'est des rencontres miraculeuses, comme ça, une espèce de connivence de jeu qui est tout à fait extraordinaire. Et puis donc voilà, ça a démarré comme ça. On mettait la main à la pâte, on parlait des thèmes, de qu'est-ce qu'on avait envie de traiter comme thème. On a traité le deuil, hein, on a traité la mort du père, les secrets de famille, tout ça, tout ça mêlé avec des clowneries. Et c'était vraiment notre image de marque, je crois. On va voir très bien à travers deux scènes spécifiques ce que vous dites, et vous allez pouvoir nous les expliquer plus en détail. Mais justement, ce que vous disiez par rapport au fait de vous retrouver avec ce producteur-réalisateur autour d'un projet qui vous unissait alors que vous aviez vécu la même chose, une série familiale, une série sur une famille. C'est ça que je me suis demandé, je ne vais pas demander tout de suite, mais au bout d'un moment, je me suis demandé si cet attachement du public, si les gens ne sentaient pas d'une obscure manière que chez deux des créateurs au moins, il y avait la nécessité de se créer un fantasme de famille tribale comme on aurait aimé avoir. Et je me demande si c'est pas passé, cette sincérité-là, du fait qu'on jouait quelque chose de notre inconscient ou de ce qu'on aurait aimé vivre, certainement. Il y avait une vérité là-dessous qui peut-être a transparu dans les films. Et donc il y a cette bande, il y a Bernard Lecoq, vous l'avez dit, mais il y a plusieurs, il y a toute la famille. Vous vous souvenez de vos premières rencontres? Comment ça s'est passé? Vous étiez à la table, vous avez lu ou alors c'était directement... Comment ça s'est passé en fait, cette rencontre avec toute cette troupe? Alors j'avais tourné avant avec Sidney Pollack. Et je sais que j'avais raconté à Joël, je lui ai dit, tu vois, avec Sidney, on faisait une chose, c'est que on répétait d'abord les scènes, il voyait comment on était à l'aise, est-ce que tu es mieux assise? Non, on essaie ça comme entre nous au théâtre, quoi. Et après, on allait se maquiller seulement après, et il faisait la mise en scène en fonction de ce qu'on avait répété. Et il m'a dit, c'était pas tant, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on faisait. On commençait par répéter, voilà, pour voir que tout le monde se sente à l'aise, et puis on allait se préparer et il faisait les lumières. Alors cette série était pas toujours très bien écrite, je ne fais que répéter ce que vous venez de dire, donc vous pouviez improviser, écrire presque vos propres scènes, et d'ailleurs il y a un épisode en particulier, oui, de temps en temps, notamment un épisode en particulier, vous m'en avez parlé au téléphone, du coup on est allé la chercher, une scène sur une île déserte. Alors, on va regarder. Alors, racontez-nous les coulisses de toute cette scène. Alors, effectivement, quand j'ai lu le scénario, elle apprend ça et elle part dépitée. Oh, je dis, ah non. ah non. Et Joël me dit, là, mais qu'est-ce qu'on a fait tellement de scènes de colère, qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai dit, laisse-moi un coupe-coupe à côté. Et donc, alors après l'idée de la mer qui monte, c'est lui. Ce qui était formidable, c'est ça. Quand il y en a un qui avait l'idée d'une scène, où j'ai dit, attends, vas-y, écris. Et puis après, il rebondissait dessus. Il me disait, il va monter là-haut, etc. Mais ça, je ne l'avais pas prévu. Moi, j'avais écrit juste la première scène, quoi. Et puis après, il enchaînait, et voilà. Parce que la colère de Catherine, c'est totalement vos mots. Alors, c'est Beaumont, puis c'est pas mal moi, parce que je ne sais pas me mettre en colère dans la vie, ça me fait très mal. Donc, j'adore écrire les scènes de colère, ça me défoule. Mais alors, comment on regardait ça à TF1 parce que c'est quand même étonnant. En général, pour une série, c'est très contrôlé quand même à la télévision. Il y a le scénario, les scénaristes écrivent, la chaîne les fait corriger, ils réécrivent. Et puis après, on a eu la chance d'avoir un filet aux mailles assez large.
C'est-à-dire qu'il ne vérifiait pas. Non, Le succès non, aidé quand même. oui, puis je pense que personne, effectivement, n'avait l'idée de comparer les. Enfin, en plus, on a tourné, vraiment, on tournait quand même une partie des scènes qui étaient écrites ou qu'on remaniait un peu à notre langage. Je veux dire, on n'improvisait pas comme ça tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un exemple rare, je crois. Mais c'était à cause de cette connivence comme ça. Et je suppose que effectivement, il n'y avait pas un flic qui disait il dit pas ça, non, il dit pas ça et ça. Et puis, comme ça leur plaisait, et puis que bon, bah, ça passait comme ça, quoi. C'était. Et on vous a jamais demandé de participer à l'écriture du coup des scénarios. Il était préférable de le faire en fait sur le tournage. Au début, Joël me l'avait demandé, et puis j'ai dit non. Moi, je préfère rester comme ça quand on a une idée. Oui, voilà. Ok. Alors il y a une autre scène qu'on a sélectionnée, une scène qui renvoie à quelque chose d'assez personnel justement entre Joël et vous. On regarde la scène et puis vous en parlerez. On a presque l'impression d'être à la limite de l'autofiction. Bah, c'est quand Joël m'a dit qu'on allait traiter les secrets de famille et qu'il avait l'idée de faire cette scène-là. On savait tous les deux qu'on marchait sur un fil comme ça, puisque je ne retourne pas sur la tombe de mes parents. J'ai pas voulu y retourner. Donc là, on joue sur quelque chose qui est ça passe ou ça casse. Hein. C'est-à-dire que là, au niveau de on est dans la comédie, mais une comédie qui s'approche tellement de son histoire à soi que soit on bloque complètement, soit on arrive à le faire tout en maîtrisant quand même. Et là, alors là, bon, depuis le matin, j'aime bien vous dire que depuis le matin, on fait semblant d'être décontracté. Il ne faut pas trop se concentrer non plus. Il ne faut pas trop plaisanter. Voilà, on se garde dans un espèce d'état où on se dit sortira pas. Ça, on verra bien. Et avec Joël, puisqu'on avait cette complicité aussi, alors il a mis la musique en plus derrière, qui était côté italien comme ça, qui était aussi très émouvant comme ça. Et puis on a fait un travelling où tout ça c'est en un plan, hein. Un plan, une prise. La fameuse une prise qu'on essayait de faire, c'est un plan, une prise, quoi. On l'a fait qu'une fois. Et voilà, c'était sur des choses d'émotion comme ça où on jouait parfois au fil dans notre histoire comme ça. Un plan, une prise. C'était obligatoire, vous n'auriez pas pu faire une deuxième prise, une troisième prise sur ce type de scène-là, vous pensez ? Je pense pas. Puis il savait que non plus. On aurait triché un peu, mais par contre, il m'avait demandé avant, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu veux que je t'amène jusqu'au point qu'on coupe et qu'on prenne vraiment le moment ? J'ai dit non, surtout pas. On fait tout le développement jusqu'à la fin. Ouais. Vous savez ce dont je suis le plus fier dans cette scène ? Allez-y. C'est le j'ai soif. Pour quelle raison ? C'est vrai que ça m'est venu comme ça et c'est vrai que j'en suis fière parce que c'est tout à fait dans la vie ça. Pour moi, c'est la partie presque la plus vivante de la scène, quoi. C'est qu'il y a une vraie émotion et tout à coup il y a le côté oh bah dis donc j'ai soif, un côté complètement courant, quoi. C'est vrai que c'est ce qui fait que dans certaines séries, tout d'un coup, on bascule et on sait qu'on est dans la vie de ces personnages et que peut-être en tant que téléspectateur, on se retrouve avec ces personnages comme des personnages qui existeraient presque réellement. C'est justement grâce à ces petits moments-là, dans une scène à table, on mange quelque chose, une fourchette qui tombe, un mot. Oui. Une famille formidable, ça a duré donc une quinzaine de saisons. C'était les unitaires. À la fin, il y a eu sous format 52 minutes, un peu plus proche. Un peu comme tout le monde. Oui. Vous, cette dernière saison, vous l'aimez moins ? Non, je l'aime pas. Je l'aime pas, je veux dire, mais c'est vrai que ça faisait les 3 dernières années, TF1 avait voulu absolument qu'on en fasse tous les ans. Et tous les ans, ça voulait dire que pendant 3 mois, c'est-à-dire on était diffusé vers Noël généralement. Et donc, on prenait seulement la décision de faire la suite, c'est-à-dire que d'ici mars, il fallait que des scénaristes, tout à coup, pondent 6 bons scénarios. Et donc, c'était la course. On n'avait plus le temps. Et puis, on tournait, on jouait au théâtre, on faisait d'autres choses aussi. On n'avait plus le temps d'amener effectivement nos thèmes, de discuter des choses. On était un petit peu dépossédés de cette part d'invention qu'on avait en commun, comme ça.
Et puis c'est vrai que le dernier épisode, donc je l'ai découvert en lecture peu de temps avant de tourner. Et c'est vrai que je me suis dit, tout à coup, c'est quand même extraordinaire. On met 26 ans je disais qu'il n'y avait pas de personnage tout à coup, mais à construire une espèce de femme comme ça. Et puis là, tout à coup, elle veut divorcer, elle veut plus voir les enfants, elle veut plus de ceci, elle veut plus de cela. C'est comme si on me détruisait tout à coup ce qu'on a mis 25 ans à construire. Donc c'est vrai que je n'aime pas cette dernière saison. Et puis Joël Santoni est en partie décédé malheureusement, donc on a décidé avec Bernard qu'il fallait arrêter l'aventure. Sans Joël, c'était plus possible. Donc, ce qui veut dire, parce que c'est une habitude en télévision et dans les séries, parfois, souvent, les créateurs, à la fin, sont dépossédés, donc ça ne se termine pas totalement comme ils souhaiteraient. Et puis, la série finit par revenir quelques années, mais parfois très longtemps après, pour juste une fois, pour se réunir et finir un peu comme vous le souhaiteriez. Est-ce que vous en auriez l'envie ? Alors, évidemment, nos jeunes, si j'ose dire, avaient très envie de ça. Mais moi, je crois, et on est d'accord avec Bernard, je crois qu'il faut pas réchauffer les choses, faut pas faire d'autant que pour le coup, il faudrait vraiment qu'on se mette aussi un peu à l'écriture, comme on le faisait dans les premiers temps, que c'est vraiment très, très, très compliqué. Je crois qu'il faut rester sur cette belle histoire, c'est bien. Alors, durant les années Une famille formidable, est passé en 99 une série avec pas beaucoup d'épisodes, mais qui pourtant a pu rester dans la mémoire de quelques-uns. Chère Marianne. Ah oui, oui. Et là, vous jouez une sous-préfète. Oui. C'est arrivé comment ce projet ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez Guy Bedos que vous aviez. Vous avez vu dans le film, bien évidemment, Un éléphant, ça trompe énormément. Donc là, vous retrouvez Guy Bedos et vous êtes dans ce personnage pour 5 épisodes à peu près, je crois. Oui, je crois, oui, oui. C'est-à-dire on s'est arrêté parce qu'on est arrivé au bout un peu des thèmes à traiter en ce qui concerne les sous-préfètes. Une fois qu'on avait traité le problème social, après un problème ceci, après, on allait faire des redites un peu des sujets. Mais chère Marianne, c'était assez amusant comment c'est né parce qu'ils m'ont proposé déjà de faire une sous-préfète. Et j'ai dit, toujours avec mon goût des partenaires, j'ai dit, moi, je veux pas être toute seule. Hein. C'est-à-dire, je veux un partenaire, je veux un mari, je veux un truc à deux. Je veux pas être toute seule, mais un machin voilà. Et on m'a dit, mais qui ? Et il se trouve que je vais voir le spectacle de Guy Bedos. Voilà, au théâtre, je vais le voir. Et puis je discute et je lui dis, dis donc, tu fais pas beaucoup de rôles en dehors de ça ? Il me dit, bah non, qu'est-ce que tu veux ? Et il lâche ce mot. Il me dit, puis tu sais, je suis pas très beau et je suis petit, par exemple, à côté de toi, je serais ridicule. J'ai dit, tiens donc. Et j'ai proposé donc à la chaîne de demander à Guy de faire mon mari. Et le mari d'une sous-préfète, ça a dû bien lui plaire en plus. Oui, c'était très amusant. Donc cette série a duré 5 saisons. Et puis, pareil, durant toute cette période, il y a eu aussi des coproductions internationales. Et vous avez notamment, on vous a vu dans Charlemagne, la mère de Charlemagne, c'était vous. Oui. Une série donc écrite par Marcel Julien, réalisée par Clive Donner. C'était les grosses coproductions internationales des années 90. Vous avez un souvenir particulier ? Ça devait être très particulier. Tout le monde parlait dans sa langue. Enfin. Ah oui, c'était marrant. En anglais d'ailleurs, hein, on tournait en anglais. Oui. Ah oui, c'était drôle. J'aime bien jouer en anglais. C'est très marrant. Il y a eu une époque à la télévision, on faisait des doubles versions. Oui. Pour le mouvement des lèvres, on jouait en français. Et puis après, on faisait une version anglaise. Donc, il fallait refaire la scène en anglais. Et ce qui était drôle, c'est vraiment une langue de jeu, l'anglais. Parce qu'on s'était aperçu sur je ne sais plus quel film que la prise en anglais était meilleure. Parce qu'on trouvait le rythme avec la langue. Et on avait pris l'habitude à la fin de commencer par la prise anglaise pour trouver le rythme. C'est marrant. Et donc Charlemagne, grande série en costume aussi. À la télévision, vous avez souvent été quand même dans des séries contemporaines. Oui. Il n'y en a pas eu tant que ça. Mais quel plaisir on a à... C'est formidable, j'adore les trucs d'époque. On en fait de moins en moins et c'est formidable. Les costumes et tout. Ça aide à tout d'un coup être justement la reine Berthe. Mais on n'est pas, on joue, mais c'est vrai que c'est déjà agréable d'être en costume, et puis c'est agréable à regarder, je trouve. C'est beau, on devrait en faire plus quand même.
Et on vous a vu aussi dans une autre coproduction, mais là c'était pour un téléfilm, et c'était Coco Chanel. Coco Chanel. Et donc Coco Chanel, notamment donc réalisé par un réalisateur québécois, Oui. Christian Duguay. Oui. Vous m'avez dit que c'était un réalisateur de Steadicam. Oui, absolument. Alors c'est j'ai un fait le malin. Steadicammer. Voilà, j'ai fait le malin au téléphone. J'ai dit, Ah oui. expliquez-moi un peu Alors, plus. le Steadicam, vous savez, c'est les caméramans qui ont un harnachement assez terrible parce qu'ils portent eux-mêmes la caméra comme ça. Et c'est pas une caméra sur pied, ils l'ont sur le corps. Il faut généralement des mecs assez costauds, surtout pour faire des travelling, des tout. Ils peuvent bouger leur caméra, c'est tout à fait extraordinaire. Et il y a certains Steadicamers, j'en ai rencontré à la télévision d'ailleurs, dernièrement en française, qui deviennent metteurs en scène. Et c'est extrêmement agréable pour les acteurs parce qu'ils vous suivent vraiment. En plus, ils vont très très vite parce qu'il n'y a pas sur ceux à correspondre avec un caméraman en disant alors est-ce que c'est bien, est-ce que tu as eu ça, de vérifier, de ceci, de cela. Lui, il est en direct. Donc c'est très souple. Je me rappelle d'une scène effectivement où j'ai dit attends, j'arrive comme ça, j'ai envie de lâcher mon sac comme ça. Il me dit ah bah oui, je vais commencer sur ta main. Donc on peut jouer comme ça avec le caméraman tout à coup dans un mouvement. On voit qu'il vous suit et même il peut partir de là pour remonter après. Moi qui aime bien jouer avec la technique, c'est très très agréable. Et ça permet par ailleurs du coup d'incarner encore plus dans la chorégraphie d'un personnage. Oui, tout à fait. Tout à fait. De travailler en complicité vraiment comme ça du coup avec la technique. Oui. Quand vous vous lancez dans une série que vous allez incarner un personnage, est-ce que vous essayez avant de penser vraiment à sa façon de marcher, ou est-ce que ça vient comment ça vient? Est-ce que Pour ça vient certains naturellement? rôles, les godasses, c'est très important. C'est comme les clowns. Mais c'est surtout valable au théâtre, ça. C'est vrai qu'il y a une manière de marcher. J'avais fait une comédie qui s'appelait La fille sur la banquette arrière avec Jean-Pierre Cassel, où je faisais une grande godiche comme ça au début. Et j'ai trouvé le personnage le jour où j'ai trouvé des chaussures du 42 à semelle débordante, un peu comme les chaussures de gosse, comme ça, avec une bride. Et que du coup, ça me donnait peut-être la démarche que j'avais à 13-14 ans quand j'avais la même taille. Et que j'avais une espèce de côté comme ça. Non, parce qu'on voyait tout à l'heure dans l'extrait sur l'île déserte d'une famille formidable, à quel point vous étiez le personnage. Elle avait une façon de réagir, une gestuelle très, très, très forte, très particulière dans cette scène-là. Mais je pensais à ça parce qu'on va terminer avec deux autres extraits de deux séries récentes, donc celle que vous avez déjà évoquée, Le Tueur du Lac, Ouais. et puis La Faute à Rousseau. Et dans ces deux séries-là, vous jouez des mères et grand-mères, et les deux sont radicalement différentes, Ah oui. jusque dans leur façon de marcher ou de se positionner. Ouais. On va commencer par regarder l'extrait. C'est une scène qu'on a resserrée un petit peu pour vous avoir à deux endroits, du Tueur du Lac, et vous êtes avec Marianne Chazelle, Ouais. qui a la maladie d'Alzheimer, donc elle perd un peu la tête, et ça vous exaspère. Ah oui, Regardez. tout l'exaspère, cette femme, d'ailleurs. Oh la vache. Ce qui est, je trouve, très bien dans ces deux moments, ces deux scènes, on les a rapprochées, mais elles ne sont pas éloignées quand même l'une de l'autre dans l'épisode, c'est que votre visage a 1000 facettes dans la méchanceté. Comment on surtout, travaille j'avais- justement les traits d'un visage? Bah d'abord, c'est pas les traits d'un visage, c'est d'abord faut attraper. Et quand on aime bien les gens, c'est pas forcément facile. L'œil qui n'aime rien ni personne. L'œil. Alors c'est drôle parce que sur le tournage, j'avais mon œil qui n'aime rien ni personne. Et là, je vous aime pas. Hein. Et je racontais des histoires. Et le réalisateur me disait attention, tu perds ton œil. Ah oui, c'est vrai. C'est très amusant à faire des personnages comme ça. Ouais. Il y en a eu beaucoup, des personnages vraiment méchants dans votre parcours. Non, pas vraiment, pas vraiment. Comment non, vous non. l'expliquez? Bah, peut-être, je sais pas, parce que j'ai pas le. Je sais C'est pas parce que votre caractère est tellement Peut-être celui c'est un qu'on manque connaît. d'imagination. Donc du coup on lance un appel. Non, Hein, non, parce oui, que- oui. Mais j'aime bien, c'est très drôle à faire ça. Tous les comédiens aiment faire ce genre de personnage comme ça. On se dit, et si je disais ça en souriant, ça serait pire. Donc quand on vous propose un rôle comme ça, vous sautez immédiatement Ah ben je saute dessus. dessus, tout de suite, tout de suite. Le contre-emploi, voilà. Mm. Cultiver le contre-emploi, c'est ça qui est drôle. Et là, vous avez, parce qu'on est dans des séries vraiment, cette série date de 2017, donc on est vraiment dans les séries d'aujourd'hui, où vous sentez quand même de la liberté pour pouvoir rajouter ici et là des choses comme, pas peut-être autant que dans une Celle-là, famille formidable. elle était très, très
écrite, mais c'est pas nécessaire quand les scènes sont bien. Hein, y a pas, c'est bien, c'est bien. On peut avoir une petite idée comme ça oui, j'avais rajouté une petite idée qui était terrible, parce qu'elle détestait les enfants, bien sûr, cette dame. Elle donnait des coups de pied dans les jouets et tout ça. Et je sais que je gardais mes petites filles. Il y avait mon fils qui rentrait à un moment. Et normalement, il devait rentrer et me dire ça s'est bien passé, un bonheur. Bon, alors, et j'étais là et j'ai dit au réalisateur, écoute, est-ce que tu peux les faire rentrer juste un petit peu plus tard? Et effectivement, aux petites qui étaient en train de dessiner, j'ai dit ramasse ton crayon, ramasse. Et puis là, il rentre et ça s'est bien passé, un bonheur. Et c'était. Alors la petite fille, la pauvre petite fille qui était très traumatisée comme ça, alors je l'ai encore plus traumatisée, mais sans le vouloir, la pauvre, parce que je lui ai dit après, elle me regardait comme ça, j'ai dit mais tu sais, je joue, t'inquiète pas, c'est pas vrai, j'ai crié comme ça, mais c'est pour le rôle et tout. Et pour la faire rire, je retire ma perruque d'un seul coup, putain. Alors là, ça a été un drame total. T'as vu, la dame, elle a arraché ses cheveux, mais c'était... J'ai voulu la faire rire et elle n'arrêtait pas de pleurer pendant 1 heure. Traumatisée, cette pauvre enfant. On voyait au début de la scène votre posture quand vous marchez. Quand on incarne un personnage, vous avez des références, vous essayez d'aller voir des choses que vous avez peut-être aimées au théâtre, au cinéma. Non, c'est pas des références, on voit tout de suite qu'elle se tient comme ça pour cacher au mal son fond comme ça, mais non, c'est une chose qui vient en construisant le personnage, quoi. Mais ça n'a rien d'intellectuel. C'est instinctif. Ouais. Alors justement, en termes de posture et de mère et grand-mère d'un autre genre, c'est dans La Faute à Rousseau. Là, vous êtes donc la mère de ce prof de philo qui est un peu gamin. Hein. Un petit peu. Voilà. Petit peu. On se demande d'ailleurs pourquoi il a tellement de problèmes avec une mère aussi équilibrée, finalement. Et donc, j'ai sélectionné 2 moments aussi où on D'accord. vous voit dialoguer. Et là, on va voir encore un autre type de personnage. Regardez. Vous allez le retrouver, ce personnage. Alors ça y est, on va le retrouver là. On va faire une 2e série fin septembre. Et j'aime beaucoup. Le principe de la série est très, très joli, je trouve, très habilement fait. Et c'est vrai qu'on a des auteurs qui sont formidables et qui vraiment... le sujet de prendre un sujet de philo pour un problème d'un élève dans une classe, traiter un sujet de philo par épisode, je trouve ça formidable. C'est très intelligent en même temps que vivant et marrant, et c'est bien. Et qu'est-ce que vous avez apporté à ce personnage? Parce que ce personnage, Eva Rousseau fait du théâtre. Il y a plusieurs moments où on sent qu'elle... Il y a une petite chose qui pourrait me ressembler un petit peu, effectivement. Et puis, mais c'est vrai que je l'aime bien dans son franc-parler comme ça. Et puis c'est vrai que ça fait partie de ce genre de personnage comme ça, de grand-mère au franc-parler, qui a un peu tout vu, tout vécu, et qui sont le contraire de quelqu'un qu'on supposerait comme ça, la bonne petite grand-mère. Non, elle a été une femme des années 70. Voilà, j'adore effectivement. Alors, j'ai pas du tout changé la réplique, puisque les auteurs m'avaient écrit une réplique formidable, comme du Audiard. Et là, faut pas changer un mot, parce que mon petit-fils étant homosexuel, je lui dis, alors, il y a un copain, et il me dit, oh oui, bon, t'as couché avec? Et il me dit, oh ben mamie, conseil d'amis. Un homme, tant qu'on ne l'a pas porté sur soi, on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est du Audiard. C'est vraiment du Audiard. C'est des phrases qu'on adore jouer parce qu'il y a un bam, ça tombe comme ça. Un homme, tant qu'on ne l'a pas porté sur soi, on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est hop, ça part tout de suite droit comme ça, et c'est tout le personnage, cette phrase. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu une première saison, une saison 2 donc, qui va bientôt être tournée. Là, il y aura, on espère, d'autres saisons. Là, vous allez reprendre plaisir à retrouver pendant quelques temps. Vous avez envie de la suivre un peu, ce personnage? Oui, j'aime beaucoup ce personnage avec son franc-parler comme ça. Et puis j'aime beaucoup Charlie Dupont aussi, qui est un acteur belge formidable qu'on ne connaissait pas bien en France et qui nous arrive là. Comment vous êtes, vous, en famille, avec vos enfants et petits-enfants? Comment je suis, moi? Oui, parce que là, quand on voit... Un petit peu comme ça, en fait. Un petit
peu, un petit peu pied dans le plat comme ça, oui. Alors, on va peut-être donner la parole au public. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions à vous poser. Voilà, alors il y a déjà une main qui se lève là-bas. On va tenir un micro pour vous. Oui, bonjour. En fait, je ne sais pas si Annie se rappelle de moi. J'ai tourné avec elle le téléfilm Marche d'erreur, en fait. Ah oui, Voilà. ouais, formidable. Et j'ai un bon souvenir quand elle est venue à Bruxelles pour tourner, parce que j'étais avec elle pour le tournage. On a bu une bière, on a rigolé ensemble, et ça, j'oublierai jamais. Voilà. Oh, c'est gentil. Marge d'erreur, oui, c'était assez terrible comme film, hein. Ça aussi, c'était un rôle dramatique. Joël, encore une de ces incursions dans un autre style qu'on faisait avec Joël de temps en temps, de faire une chose dramatique ou un thriller comme celui-là. Une question de monsieur. Bonjour et merci d'être avec nous ici à Lille. Juste une réflexion, ça fait longtemps que vous avez acquis énormément d'expérience de ce côté de la caméra, mais vous n'avez jamais envisagé être de l'autre côté? Alors, j'ai pas vraiment. Comme mettre en scène au théâtre, par exemple, est une chose qui m'est jamais venue vraiment. L'envie m'en est pas venue non plus. Et si j'ai eu envie il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de faire un film, et ça n'a pas pris. Voilà. J'ai entendu 4 fois le mot ovni. Une autre fois, on m'a dit, mais c'est pour quel public? J'ai dit, je sais pas, peut-être tous. Je sais pas. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était pas à la mode. Voilà. Et donc, puisque c'était une histoire sur l'instinct, l'inconscient, un peu comme je définirais ça comme une psychanalyse sauvage sous forme de conte de fées. Et donc, c'est en train de devenir un roman. Et ce sera beaucoup mieux. Oui, du coup, vous préférez écrire que tenter de mettre en scène? Oui. Sur ce, il y a eu. C'est Joël qui m'avait poussé à. Il avait regardé mes photos, puisque j'ai une exposition de photos aussi, un livre de mes photos. Et il m'a dit, mais t'as vu le sens du cadrage que tu as? J'ai dit oui, j'ai fait de la photo, j'ai développé, j'ai fait pendant 20 ans de la photo. Mais il m'a dit, fais donc un film. Et c'est lui qui m'avait poussé un peu à ça. Mais en fait, ça y est, je suis en train de finir un roman de ce scénario dont on me dira, ça ferait un bon film, c'est possible. Mais voilà, je pense que c'est mieux en roman. Je suis mieux à l'écriture et dans le jeu. Et je ne vais pas me mêler de mise en scène. Et écrire pour l'image, écrire un scénario? Alors, j'en ai écrit un. Une fois pour Bernard Giraudot. Parce qu'il avait 40 ans, il allait avoir 40 ans. Et il m'a dit, décidément, j'arriverai jamais à faire un film de ma vie. Et puis, j'ai trouvé un livre qui parlait de la montagne, mais qui parlait de ceux qui attendent en bas de la montagne. Un livre de Simone Desmaisons qui s'appelait La face de l'ogre. Et en fait, j'ai écrit le scénario qui a été le premier film de Bernard pour la télévision, qu'on n'a jamais revu. D'ailleurs, ce serait d'ailleurs intéressant de le revoir. Et il y avait Pierre Vanek, effectivement. Il y avait Pierre Vanek, moi... Denis, comment il s'appelait? Denis, je ne sais plus quel est son prénom, un acteur suisse merveilleux. Oui, Jacques Denis et Catherine Fro, avec qui j'avais tourné, elle n'était pas connue du tout, j'avais tourné Psy, un film avec De Broca, et il y en avait 2 que j'avais regardés, je m'étais dit, ceux-là, je me les coinçais un jour. C'était Daroussin et Catherine Fro. Et j'ai dit à Bernard, on va prendre la petite là, avec laquelle j'ai tourné, elle est vachement bien. Des questions? Oui. Bonjour Annie. Et d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous savez transmettre humainement au-delà de vos rôles. Et voilà, c'est important. Et c'est toujours avec beaucoup de qualité de cœur. Et ça se ressent profondément. Donc déjà pour cela, merci beaucoup. Et ensuite, je voulais savoir qu'est-ce que, après une grande carrière comme ça, professionnelle, réussie, qu'est-ce que vous attendez peut-être encore au niveau professionnel, peut-être aller vers des surprises, des choses inattendues, explorer, je ne sais pas, d'autres univers, peut-être toujours au niveau
télé, cinéma, mais qu'est-ce qu'on attend quand on Continuez. attend... Ben voilà. Parce que quand on attend réussi, qu'est-ce qu'on attend encore? Continuez, tout simplement continuez. Continuez à être surprise par un rôle que par chance on va me proposer, ou un style différent, ou un metteur en scène qui va être formidable. Vous savez, c'est drôle, j'ai eu une chance quelque part qui était de n'avoir aucune projection dans l'avenir. Ça a l'air bizarre de dire ça. Je n'avais à la limite presque aucun rêve. C'est-à-dire que j'ai commencé dans ce métier, d'abord, j'ai jamais rêvé d'être vraiment comédienne, donc je suis rentrée dans ce métier en m'y sentant à l'aise et chez moi. Et à chaque fois qu'on me disait quel est le rôle que vous rêveriez de jouer, je ne sais pas du tout. Le prochain, voilà. Le prochain qui va arriver. Et en fait, j'ai l'impression que je me suis laissée, pas tout à fait laissée conduire, mais ça a l'air bizarre de dire ça, mais je crois que ma plus grande qualité, finalement, ça a été d'être obéissante à ce que je sentais. Voilà. D'aller vers les gens que je sentais bons pour moi, de fuir les autres, de sentir qu'un projet allait apporter du bonheur. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de projection. Donc, j'attends rien, sauf continuer comme ça, si possible. Donc, il n'y a pas un rôle où vous vous dites « je rêverais de ce rôle-là ». Non, mais par contre, il y en a deux que j'ai obstinément refusé de jouer. C'est honteux. C'est honteux. Je me suis battue pour ne pas jouer Phèdre. Et c'était un grand metteur en scène qui me le proposait. En plus, c'était Michael Kakoyannis, qui était un metteur en scène de cinéma, mais qui était un grand metteur en scène de théâtre aussi. Et je lui disais, mais Phèdre, cette femme qui se meurt de passion pour un type en plus qu'elle n'a jamais touché, mais qui se consume comme ça. Je dis, je comprends pas. Pour jouer ça, je vais être obligée de m'imaginer les enfants malheureux dans le monde, ceci, je sais pas quoi, pour me tirer une émotion, parce que je ne comprends pas. Et alors Michael Kakoyannis a eu une phrase qui a failli me faire changer d'avis. Il m'a dit, et c'est bien pour ça que tu es faite pour le rôle, parce qu'elle non plus ne comprend pas. Ah là, je dois dire, il a fait fort. Mais je ne l'ai pas fait quand même. Oui, une autre question. Bonjour, c'est pas vraiment une question. Je m'appelle Manon, j'ai 18 ans. Salut. Ah oui, ok. Et je voulais vous remercier parce que j'ai grandi avec vous, enfin surtout pour ma famille formidable, et ça a permis de forger un lien entre ma grand-mère, ma mère et moi. Je voulais absolument vous remercier pour ça, parce que c'était très compliqué. Merci. Ah d'accord, ok. Ça, c'est la force de la télévision et des séries, pouvoir aider. Oui, parce qu'on accompagne, en fait. Alors, ma petite fille de 9 ans, l'année dernière, est tombée dedans, dans Les Familles Formidables. Donc, il se trouve que pendant tout un été, elle a tout revu. Et il y a certains épisodes qu'elle a revus 6 fois. Et celui dans l'île, notamment, voilà. Et c'est vrai que, bon, je regardais pas tout, mais quand même, de temps en temps, je passais, je la voyais, je regardais, je me disais... Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. je l'avoue, je me disais, oh, quand même, c'est bien ce qu'on a fait. Et alors, très curieusement, cet été, un an après, cette petite fille, qui c'est vrai est une personne très sensible comme ça, a voulu revoir tous les épisodes dramatiques. Elle a voulu revoir la mort de Sébastien, elle a voulu revoir quand Frédéric a un accident, devient infirme. Elle voulait revoir spécialement tout ça. Et je me suis dit que là, il y avait effectivement quelque chose de l'ordre de comment on appelle ça en psychothérapie, comme ça, de partage sur les jeunes, où tout à coup, c'est vrai qu'on jouait avec une certaine vérité qui avait résonance chez eux, comme une expérience comme ça de voir la vie, quoi. Alors moi, j'aime bien les questions à épisode, parce que vous avez dit qu'il y avait 2 rôles que vous refusiez, donc Phèdre, et le deuxième. Ah oui, le deuxième, ah oui, ça, alors lui, je l'ai refusé 3 fois, je crois. C'est Qui a peur de Virginia Woolf.
je ne me voyais pas dans ce personnage très dur de femme alcoolique. On a eu beau me dire, vous savez, il y a de l'amour dessous, je dis, il faut gratter quand même pour le trouver, parce que... Et je n'arrivais pas à me dire, je vais vivre... En plus, c'était au théâtre. Attention, au théâtre, on vit tous les soirs avec son personnage. Hein. Au cinéma, à la limite, on peut se prêter. Hein. Mais au théâtre, on le porte vraiment. Bon, on joue, hein, on est soi, y a pas, mais quand même, faut assumer ça tous les soirs. Et je ne me sentais pas du tout d'assumer ça tous les soirs. Non, non. Peut-être une dernière question, si quelqu'un veut poser encore une... Oui, là-bas. Bon, je peux en prendre deux. Hein, là et là. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour. Merci d'être venue à Lille. Je me demandais, qu'est-ce que vous préférez regarder, le cinéma, les séries, le théâtre, et quelle est l'œuvre qui vous a le plus touché dans ces domaines? Oh, ça, je peux pas dire. Au Débeauté comme ça, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, moi, qui était sur l'écriture aussi et sur les acteurs, c'est Les Invasions barbares. Et le sujet n'était pas léger, hein, non plus, mais je trouvais que c'était un film tout à fait magnifique où effectivement il y avait un espèce d'humour comme ça, tout en traitant le sujet de la fin de vie qui était costaud. Et j'étais très touchée par ce mélange. Enfin, c'est un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que je suis assez sensible à ça. Oui, une dernière question. Personne qui levait la main. Hop, voilà. Parce qu'on est obligé de tenir vos micros. C'est contrainte sanitaire. Merci. Bonjour. Quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre ou dans le cinéma? Ah, quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre ou dans le cinéma, mon Dieu. Alors d'abord travailler, prendre des cours. C'est vraiment... moi, j'ai fait que 4 ans, mais 2 ans de conservatoire à Rouen. Et puis, d'où sortent d'ailleurs Karine Viard, Valérie Lemercier, Franck Dubosc, c'est drôle, on sort tous un petit peu du même professeur. Et puis, travailler, c'est sûr, se colter. En province, c'est formidable, parce qu'il y a moins de tentations de professionnels très vite. À Paris, vous allez être très vite tenté par des castings, des machins, peut-être moins à Lille si vous êtes là. Conservatoire de province, c'est formidable. Et puis, je disais, alors quand mes enfants se sont lancés dans ce métier, je dis, vous ne pouvez pas savoir si vous allez être vraiment fait pour ce métier. Moi, j'ai toujours, il faut 2 qualités qui sont presque antinomiques. Il faut les 2. 50% de passion, de réelle passion, et 50% de désinvolture. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que tout à coup, il faut faire passionnément ce qu'on veut, mais si ça ne marche pas, ou si le truc ne se fait pas, ou si quelqu'un le fait à votre place, etc. Il faut lâcher la passion et faire comme le chat, dire allez, je me retrouve sur mes pattes et je fais autre chose. Et c'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus, après, n'avoir aucune peur de l'avenir. Comment est-ce que je vais vivre dans 3 mois? Comment est-ce que je vais vivre dans 6 mois? Est-ce que je vais avoir un engagement? Si vous commencez à être angoissé par ça, vous perdez votre joie et donc les gens n'ont plus envie de vous proposer des choses. Vous perdez votre charme. Donc c'est très difficile. Non-angoisse de l'avenir, beaucoup de passion et de la désinvolture qui n'est pas du je m'en foutisme. Désinvolture, c'est vraiment pouvoir... Hop là. Alors merci Annie. Moi j'ai une toute dernière question avant de partir. Oui, une toute dernière. C'est que vous avez raconté dans des livres votre récit. Si un jour il était adapté en série ou en film, qui pourrait interpréter Annie Dupéret? De quoi il me parle? Oui, qui pourrait vous interpréter Vous avez déjà pensé à ça? Parce que quand on écrit, c'est souvent... ça peut être adapté. Ah oui, vous parlez des livres personnels. Ben C'est inadaptable. C'est fait pour être lu. Bonne réponse. Merci Annie. De rien.